qui a jeté un œil aux API KitKat? Ah ouais! Ah ouais, donc ça risque d'avoir de l'utilité quand même. Bon, bah, tant mieux. Donc, 31 octobre, comme on l'a dit, la veille d'Halloween. Je ne sais toujours pas d'ailleurs la raison pourquoi ce jour-là, il n'y a pas eu de conférence, il n'y a rien de particulier. C'est Space, bon, enfin bon. Donc il y a eu annonce du nouveau KitKat 4.4. Hein? Donc voilà, j'ai fait un article, je vous l'ai mis en lien à la fin, sur Frandroid pour un peu centraliser en français ce qui est sorti. Je vais mettre sur tout ça, c'est dans les slides. Vous allez voir, j'ai fait une petite appli. Bon, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Bon, je vais y revenir. On va le faire un peu structuré. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, ça fait depuis 2009, à peu près depuis qu'Android est en France, que je tourne autour d'Android, essentiellement au départ en étant blogueur. Puis je suis venu à développer depuis 2010. Et surtout, donc voilà, je suis à l'origine avec la team dont Javan a parlé tout à l'heure, du TOG à Toulouse et surtout du Paris Android User Group, où Xavier a déjà officié. Et je bosse donc pour Level Up Studio, qui est société d'édition d'applications mobiles. On a une top app, Beautiful Widgets, dans les applis payantes si vous voulez voir ce qu'on fait. Et on fait du conseil et de l'accompagnement dans le mobile pour les sociétés qui le souhaitent. Donc bon, si vous voulez en parler, je suis disponible après. Donc, je vais essayer de faire un peu tout ce qui a tourné autour de l'annonce de KitKat. Donc il y a le téléphone, le Nexus 5. Est-ce qu'il y en a qui l'ont acheté? Je sais que Vincent s'est acheté. Bon, il y en a quelques-uns, donc s'il y en a qui veulent tester après, ça peut toujours valoir le coup. Les gars, si vous voulez... ah, ça c'est une bonne idée, le temps, le timing. Si vous voulez tweeter avec le compte du TOG, n'hésitez pas. Il y a hashtag TOG, hein, si vous voulez mettre des messages, des photos, des trucs comme ça. Et le compte Google+. L'event Google+, pour les photos. Donc évidemment, toutes les nouveautés, les features vraiment au sens qu'est-ce qu'il y a dans cette version. Les nouvelles API, donc même ce qui n'est pas visible mais auquel vous avez accès pour enrichir vos applications. Il y a trois petites subtilités au niveau du design, donc je vais y revenir aussi. Bon, la support librairie qui a évolué avec, c'est très limité. Android Studio aussi, c'est une des premières annonces où j'ai vu où Android Studio a évolué et pas d'été. Bon, je vous laisse traduire ce que ça veut dire. Le discours officiel étant toujours que Eclipse est supporté, mais on voit que ça évolue moins vite maintenant, c'est dommage. Tout en étant toujours une version bêta Android Studio. Et surtout, il y a eu pas mal de changements dans les Play Services, et vous allez voir, ça devient de plus en plus important dans l'écosystème Android. Et ça peut poser certains problèmes pour certains, donc on va y revenir. Donc, si vous voulez tester, alors je sais pas d'ailleurs, je l'ai publié à 2 h. Il y a, donc elle va fonctionner que pour ceux qui ont mis à jour les 3 personnes qui ont KitKat peuvent venir. Non, le Nexus 4, ça y est, normalement j'ai reçu l'update. Moi, je sais pas si vous arrivez à le scanner depuis si loin. Pas avec ta main devant. Non, il n'y a pas. Ah oui, ah, non, ça marche pas. Bon. Sinon, alors c'est goo.gr, P majuscule, E majuscule, L, 3, L, donc en minuscule les deux, et B minuscule. Je vous laisse vous le répéter. Donc il n'y a pas grand chose, il y a quelques démos, mais surtout il y a le code source sur GitHub. S'il y en a qui veulent commiter des démos des API, il ne faut pas hésiter, je donnerai l'accès avec plaisir. Vous allez voir, moi je l'ai sur le téléphone, il y a quelques démos de ce que je vais présenter que j'ai eu le temps d'implémenter. Donc voilà, il y a entre autres les sensors, le nouveau full screen mode. Donc n'hésitez pas à tester. Est-ce que je répète une fois? Non, c'est bon? Ok, j'enchaîne. Il y en a qui ont réussi à le télécharger ou pas? Non, ça y est pas? Bon. Sinon, le package, ça doit être com.juliendelrio.kitkat KitKat for TOG. Hein? KitKat for TOG. C'est bon, ça apparaît? Sur le Play Store. Là, je suis sur le Play Store après. Ouais, mais enfin, il apparaît sur le Play Store. Ouais. Bon, il y en a qui l'ont eu. Les autres, démerdez-vous. Donc, le nouveau téléphone, votre meilleur ami de développeur.
Ouais, j'ai d'ailleurs eu ce débat pendant le week-end de championnat de dev. Pourquoi la gamme Nexus est vue comme un téléphone de développeur alors que c'est quand même un super rapport qualité-prix pour le grand public. Il n'y a pas toute la com des Samsung et compagnie. C'est vrai que c'est quand même feature centré. C'est pas forcément très sexy, je trouve. Mais bon, mais il est beau. La version blanche, celle que j'ai. Il y a des gros débats, est-ce que c'est la plus jolie des deux? Normalement la version noire a plus de cotes. Alors au niveau, ça y est, on rentre un peu dans le vif du sujet. Arrêtons le blabla et envoyons de l'info. Donc du processeur Snapdragon 800, en ce moment je crois que c'est le Proco Snapdragon, le Proco Snapdragon le plus haut de gamme, en attendant un Nexus 6 Intel. Un stabilisateur photo optique, et je vous jure que pour la qualité des photos ça fait vraiment la différence. Un écran XX, je crois qu'il n'y en a que deux, ouais, XX HDPI, donc ça y est, on est dedans. La dernière fois quand le X HDPI est arrivé, on a demandé à Romain Guy si on allait avoir un jour du XX HDPI. Il me dit peut-être, sous-entendu c'était déjà prévu. Maintenant il demande les icônes en XXX HDPI, voilà, triple X HDPI. Donc il faut s'attendre à avoir des. De toute façon le H4, le 4K va arriver sûrement sur les téléphones au bout d'un moment. Donc donc voilà, donc un très bel écran. J'ai mis quelques stats. Moi, un truc que j'ai trouvé sympa, il y a le haut-parleur qui est sur le côté, de sorte à ce que vous posez le téléphone et ça fait pas et on entend encore, c'est sympa. Le support connectivité est vraiment large. Donc et alors surtout voilà, ils ont rajouté des trucs. Donc le capteur de pression, il était en plus, mais je sais plus la différence avec le capteur atmosphérique, je me demande c'est pas le même. Alors l'efféole, mince, j'avais regardé ce que c'était et je l'ai oublié. Ça parle à quelqu'un? Eh mince. Pour les champs magnétiques. C'est pour les covers. Les covers, exactement. Voilà, c'est ça qui détecte qu'il y a une fermée du coup. Exactement, voilà, c'est. D'ailleurs, je dois recevoir la cover, je ne l'ai pas encore reçue. Ouais, quand vous fermez la cover, ça éteint l'écran, et quand vous l'ouvrez, ça ouvre l'écran comme sur l'iPhone. Et donc, surtout, c'est le seul Nexus qui est compatible LTE en France, parce que le Nexus 4 LTE, je ne crois pas qu'il soit dispo en France. Bon. Donc, pour ceux qui ont un Nexus 4, si vous voulez migrer, pourquoi? L'écran est bien plus beau, vraiment, en termes de couleur. Par contre, l'autonomie, ne cherchez pas d'amélioration, c'est la grosse déception. Donc les performances sont bien meilleures malgré un Proco qui n'est pas chez Intel. Le dos n'est pas en verre. Moi j'ai cassé le dos de mon Nexus 4, je ne sais pas pour les autres, donc j'apprécie. On a vraiment des qualités de photo intéressantes. Et surtout l'approche réseau est intéressante, donc quand vous développez, c'est toujours un truc mythique. Bon, voilà, ça c'était la sponsorisé par LG, même pas. Mais, dans le vif du sujet, donc les fonctionnalités de KitKat. Donc ça a été donné comme la version pour les rassembler tous. Donc toujours le problème de la fragmentation sur Android. C'est une version que Google a mis en avant comme encore plus facile à porter. D'ailleurs les cyanogènes ont... la team cyanogène a effectivement emboîté très vite le pas. Je crois qu'il y a déjà des pré-releases qui sont prêtes, donc vraiment normalement Google focus sur l'idée d'arrêter d'avoir pendant 2 ans des vieilles versions à se traîner, et surtout c'est une version qui est certifiée pour les téléphones avec 500 MO de RAM, ce qui est actuellement le bas de gamme. Ça c'est assez important aussi par rapport à Cyanogen et aux trucs comme ça. Cyanogen ne portait officiellement que sur des téléphones qui étaient avec minimum 500 MO de RAM. Ce qui veut dire que tous les téléphones qui avaient Cyanogen Mode 10, non c'était le 10, la 10 Jelly Bean c'est 10, 10.1 et 10.2 je crois. Et ceux qui avaient ça officiellement auront KitKat. Ça c'est une bonne nouvelle aussi pour s'il y en a qui veulent tester pour leur téléphone les dernières versions. Donc il y a pas mal d'optimisation, ça c'est sûr, dont la baisse de l'allocation mémoire des applis système. C'est une des choses qui fait que le système a besoin de moins de mémoire. Et alors ça c'est marrant, ils ont sérialisé les services,
dans les optimisations, il y a beaucoup de choses qui ont été sérialisées ou rassemblées dans leur ordonnancement, on va dire. Entre autres, c'est censé permettre de réveiller le téléphone moins longtemps. Et surtout, non pardon, ça c'est pas pour le broadcast receiver, mais les services sérialisés en fait ça permet d'assurer que comme les services vont s'exécuter les uns après les autres quand ils sont sur un temps court, ça permet de nécessiter moins de mémoire parce qu'ils sont pas tous en parallèle. Donc normalement ça fait partie des optimisations pour les petits téléphones. Et il y a quelques options de cache graphique, alors là c'est complètement hors de mes compétences, il y a quelques trucs qui sont un peu hors de mes compétences que je vais évoquer dans la présentation et où j'inviterai à aller voir. Mais entre autres, ça en fait partie. Sur les nouveaux traits pour les petits téléphones, il y a le fameux ISLO RAM Device sur l'Activity Manager qui va vous permettre, ça c'est un truc qui est un peu comme le DPI et trucs comme ça qui sont hard-codés par le constructeur normalement dans sa ROM. C'est censé permettre aux applications de s'adapter pour les petits téléphones. Vous allez pouvoir virer des animations, des trucs comme ça. Ça permet normalement de gagner en fluidité, quitte à enlever quelques petites finitions, mais d'avoir plus de téléphones qui vont pouvoir exécuter votre appli. Et il y a des outils surtout pour vous aider à optimiser pour les petits téléphones. Ensuite, sur le NFC, pour ceux qui ne sont pas habitués, donc maintenant il y a une vraie émulation des cartes. Des cartes, c'est-à-dire au sens gestion de cartes virtuelles, un porte-carte virtuel. Virtuel, j'aurais deux LE, je sais plus. Ça c'était bon, donc c'est pour gérer par exemple des cartes de fidélité, voilà, chercher le terme. A priori c'est un truc plus structuré qui permet vraiment dès la couche NFC de gérer ça pour vous. Il y a pas mal de gestion de nouveaux protocoles sans fil. Je sais pas pourquoi j'ai mis là, je crois que j'en repars après. Mais ah non pardon, c'est des protocoles sans fil. Alors là c'est des normes RFID que j'ai pas mémorisées, mais donc ça gère plus de normes sans fil qui sont empaquetées dans toute la couche NFC. Et il y a des améliorations sur Tap and Pay, donc c'est essentiellement, nous en France, on doit les avoir maintenant, on va pouvoir commencer à payer avec le téléphone. Je pense qu'il y a toujours des problèmes avec les opérateurs, mais par exemple pour utiliser le Google Wallet aux États-Unis. Alors il y a des fonctionnalités d'impression. Maintenant, vous pouvez avoir accès à, ça utilise le Google Cloud Print. Donc vous pouvez déclarer des imprimantes par le service de Google Cloud Print qui vont être accessibles depuis votre téléphone. Ce qui est sympa, c'est que ça gère comme format par défaut le PDF pour des questions de compatibilité, semble-t-il. Et ça peut gérer des jobs, donc ça va vraiment fonctionner comme une imprimante traditionnelle. Ça va vous permettre d'envoyer depuis votre application, vraiment de façon structurée, des impressions. Ça, pour ceux qui ont par exemple pour des applis de CRM ou trucs comme ça, où il y a de la paperasse, ça peut être utile. Et on se voit que de plus en plus pour les pros, il y a des fonctionnalités où le téléphone vient vraiment compléter l'ordinateur, donc ça peut être utile. Il y a deux nouveaux capteurs. Alors, c'est pas vraiment des capteurs, au sens où c'est pas un chipset en plus. C'est pas une puce en plus, pardon, mais c'est une amélioration du contrôleur de l'accéléromètre qui va gérer au niveau hardware de nouvelles données, alors que jusque-là les applis étaient obligés de le gérer manuellement et ça faisait beaucoup de fuites de mémoire. Donc c'est autour du step de la marche. Donc le step detector qui permet de savoir si le téléphone, l'utilisateur est en train de marcher. Alors ça là j'ai la démo sur mon téléphone. Le print framework d'ailleurs pour ceux qui ont l'appli ça sert à rien. J'ai fait un fragment qui est vide. Donc le new sensor voilà. Donc, ah oui, il y a le géomatique rotation vector, ça c'est pour ceux qui sont vraiment très bons avec l'accéléromètre, c'est de la précision en plus. Donc, vous voyez, j'ai step counter et step detector. Pour ceux qui sont au fond, je l'explique, je peux pas faire mieux. Et donc, on a un niveau de précision et des valeurs, et hop, quand je vais commencer à marcher. Ça marchait? Ouais, c'est comme ça qu'il le mesure. Donc voilà, là il m'a compté 14 pas. Et il m'a dit, oui, t'es en mode marche. Voilà, donc théoriquement, c'est censé vous permettre de mesurer la marche si le téléphone est dans la poche ou dans un sac. Ça, c'est la doc. Et donc voilà, après le step counter,
c'est combien sur votre période l'utilisateur a fait de pas. Donc voilà, ça c'est intéressant. Et il y a pas mal d'applis, j'ai regardé, il y a pas mal d'applis de sport qui utilisent ça. Et la grosse remarque négative sur les applis de sport, c'est justement qu'elles sont très consommatrices de batterie. Pas mal de nouvelles API sur les fichiers, parce que maintenant on a une grosse nouvelle structure de gestion des fichiers. Quand vous faites un ShareFile ou OpenFile, l'intent, je ne me rappelle plus par cœur, mais l'intent standard, maintenant ça va ouvrir ça. Donc ça permet de gérer autre chose que la structure de Google. Et maintenant, alors peut-être, voilà, l'objectif c'est d'intégrer plus d'outils de stockage. Par défaut, il y a Dropbox et Box, je crois. Et tout ça pour ne pas dépendre du système local. Toujours pareil, c'est l'état d'esprit cloud de Google. Et vous pouvez vous-même devenir document provider. Je sais pas, vous avez une application concurrente de Box. Il y a Next Explorer à Toulouse qui fait ça. Maintenant, ça peut être tout simplement intégré dans le système, parce qu'il y a une structure d'API qui est standardisée du point de vue du développeur Android, qui va permettre, avec des intents qui seront les mêmes pour tous les providers, que ce soit depuis le cloud ou depuis le local, d'avoir les mêmes API. Donc vous, dans votre API, ça sera complètement transparent, mais l'utilisateur pourra choisir d'où il importe ou vers où il exporte ses documents. Effectivement, quand ça va fonctionner de façon très structurée, ça va être intéressant. Et donc, vous pouvez être du coup client de n'importe quel provider. Le mode immersif. Alors ça aussi, je l'ai mis dans l'application. Juste une remarque, c'est souvent devant, c'est la seule partie intéressante. Ah, excuse-moi, je me décale. Bon, on m'entendra normalement. Donc, le full screen mode, je l'ai mis sur le téléphone. Alors, c'est venu pour les versions précédentes, il y a, je sais plus dans quelle version, je crois que c'est Jelly Bean ou Ice Cream Sandwich. Google avait introduit la possibilité de cacher navigation bar et notification bar, entre autres, quasi exclusivement pour les lecteurs de vidéos. Quand vous lancez une vidéo YouTube, il y a tout qui se cache, et dès que vous retouchez, ça réapparaît. Et les développeurs ont voulu y avoir accès, mais pouvoir le garder tout caché, entre autres pour les livres. Et donc Google a permis ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui se maîtrise. J'ai essayé de faire un peu joujou. Alors, donc pour ceux qui pourront le voir de loin, on peut cacher le bas et le faire apparaître, cacher le bas et que quand je clique ça n'apparaisse pas. On peut cacher le haut, et là pareil ça n'apparaît pas. Il y a la même option, ça doit être celle, alors là ça fait tout. Donc celle du haut, on peut l'avoir aussi pour que ça réapparaisse. Et on peut avoir donc les deux qui disparaissent, et là il n'y a plus rien. Je crois que si, comme il y a une gesture depuis le haut pour que l'utilisateur fasse réapparaître la navigation bar et notification bar. Mais c'est un truc qui se maîtrise, ça se fait pas n'importe comment dans votre application. Parce que ça cache vraiment des éléments qui peuvent être importants, donc c'est pas exactement comme l'ancien full screen qui est utilisé par exemple par les jeux vidéo. Donc lisez la doc, il y a quelques conseils qui sont donnés. Donc il y a deux modes, ce que j'expliquais. Le manuel où vous en gérez la sortie, donc c'est le mode libre, où là l'utilisateur va pouvoir naviguer dans ses pages sans que la navigation réapparaisse. Donc il a cette possibilité de gesture, mais sinon vous pouvez lui donner des actions pour refaire apparaître les composants. Et sinon le mode automatique, qui est le mode utilisé pour les applis de vidéo, où l'utilisateur touche et ça fait tout réapparaître. Google conseille de le faire à la demande de l'utilisateur. Contrairement comme je vous disais, aux jeux vidéo où paf, le jeu vidéo il est en full screen, c'est conseillé de ne pas être tout le temps dans l'application et d'être utilisé que quand c'est nécessaire. Donc les nouveautés médias. Alors là, je vous ai listé des choses, je comprends pas exactement tout. Donc entre autres des nouvelles méthodes d'encryption pour les DRM. Bon. Il y a, ah oui, ça c'est le live stream HTTP, je crois que c'est un des protocoles les plus utilisés pour le live vidéo. Voilà. Il y a pas mal d'améliorations audio, et alors là, j'ai mis des termes
je ne les comprends pas. Donc le audio tunneling to DSP, ça parle à quelqu'un? On réduit le nombre de couches entre le soft et le hard. Ah, possible. Ah, voilà, on sent le mec qui parle bas niveau quoi. Merci. Donc des améliorations, c'est un compliment. Des améliorations, ouais, ça par contre j'ai pas mis l'image je crois, sur la gestion des basses. Il y a une image qui vous montre que effectivement avec leur truc on a plus de basses. Voilà, des choses sur l'audio que je ne maîtrise pas. Et surtout le streaming, on en parlait tout à l'heure, le streaming Miracast qui a été amélioré. Est-ce que ça parle à tout le monde le Miracast? J'en ferai une presse courte. D'accord, bon mais très bien, on y reviendra tout à l'heure. Hein? Ah, oui. Et donc ça a été vraiment amélioré, donc vous verrez à quoi ça sert, mais il y avait des plaintes comme quoi ça marche pas très bien sous Jelly Bean, alors que ça marche normalement mieux sous KitKat maintenant. Donc pas mal de nouveautés pour la connectivité, donc l'amélioration du Bluetooth qui gère deux nouveaux profils, un profil de connexion et d'envoi de messages basse consommation en Bluetooth, donc tout ça sur... En fait tu parles dans ton coin. Non, je déconne. Tout ça, c'est basé sur tout l'ensemble de Bluetooth 4.0, je crois. Ouais. Et un nouveau profil map, pareil pour l'échange de messages entre devices je crois que je l'ai mis après, entre devices type autoradio. Normalement, ça permet de gérer plus de messages standardisés. Là, je maîtrise pas trop, mais si vous avez des applis qui utilisent du Bluetooth, profitez-en. Et surtout, alors ça, moi j'aimerais bien faire joujou avec, et je ne peux pas actuellement parce qu'il n'y en a pas sur Nexus 5. Ça nécessite un capteur, un émetteur surtout. Il y a la gestion dès le système de l'infrarouge. Actuellement, le Galaxy S4, je crois que je l'ai mis. Voilà, le Galaxy S4 a un émetteur infrarouge qui vous permet de vous en servir comme une télécommande. Mais ça passe par l'API Samsung. Là maintenant, tous les téléphones qui auront un émetteur infrarouge seront accessibles pour cette nouvelle API, ce qui me paraît intéressant parce que sûrement d'ici 6 mois ou 1 an, on va avoir une télécommande universelle dans notre smartphone. Je trouve que ça c'est une feature sympa. Et le Wi-Fi TDLS support, je ne vais pas arriver à me rappeler ce que c'est. Pour du pairing. Ah oui, de la pairing. Ah oui, je l'ai mis après. C'est pour du peering du pairing de... Enfin, c'est du pairing, mais bon. Ah oui, passe, ouais, donc je vais le faire en français. Donc c'est comme ça je prononcerai mieux. Donc les devices maintenant qui sont sur le même réseau Wi-Fi peuvent plus facilement se connecter entre eux et plus facilement échanger une fois qu'ils sont connectés. Donc voilà, des améliorations pour les échanges. En vrac, sur les fonctionnalités, il y a quelques améliorations sur l'accessibilité. Donc l'accessibilité, c'est tout ce qui va être lié aux malvoyants. Amélioration de la gestion des langues right to left, donc les langues arabes. C'est-à-dire que maintenant, ils gèrent les images right to left. C'est vrai que c'était souvent assez aberrant, il y a des applications qui gèrent très bien le right to left, mais les images étaient pas adaptées, ou quand il y a du texte dans l'image, ça ne marchait pas. Et il y a surtout des options dans les options de développeur du téléphone pour forcer l'affichage en right to left, comme ça vous êtes toujours en français, mais ça s'affiche collé à droite, et ça vous permet de tester vos applications. Si vous ciblez des pays par exemple comme les pays à langue arabe, c'est vraiment important. Il y a de très nombreux mauvais feedbacks pour les applications qui ne gèrent pas ça. Il y a pas mal d'améliorations au niveau de la sécurité. Les adeptes de Linux vont être plus à même d'en parler que moi. Alors, je crois que je l'ai mis. Alors le Linux Secure Element, merci. Donc c'est toute une partie d'API qui gère, tu vas me dire si je dis des conneries, qui aide à la sécurité sur le téléphone. On va généraliser. Et il y a plusieurs modes de fonctionnement, et on est passé à enforcing, je crois, donc un mode en dessus. Donc là vous voyez que je ne suis pas spécialiste de ça, mais normalement il y a Philippe Prado, dont j'aimerais bien avoir une intervention un jour ici, qui est spécialiste dans la sécurité sur Android, et il a fait passer, il avait l'air super content. Bon, tant mieux. Avant c'était en mode passoire en fait. Ouais, c'est ça. Et par contre j'ai vu des développeurs de ROM qui avaient l'air de dire que c'était pas génial pour eux, mais bon, je suis pas convaincu. Hein? Ça va être embêtant. Ah mince.
Donc pas mal d'améliorations sur les algos de cryptage qui sont disponibles après en API. Et il y a des nouvelles gestures, entre autres, alors je pensais qu'elles y étaient, je découvre ça. Il y a le double touch et le double touch and drag avec donc maintenant accessible sûrement sur des... Là j'ai pas trouvé, j'ai vu la doc et j'ai pas trouvé comment s'en servir, mais il y a des conseils ergo pour s'en servir et a priori ça va vous permettre de le gérer côté système et pas de devoir gérer avec des timers si oui ou non on est sur du double touch ou pas. Normalement ça devrait être intéressant pour les interactions. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a pas mal de startups qui bossent sur les possibilités d'interaction multiples, sur reconnaître un coude, reconnaître une main, et il y a des trucs vraiment sympas, j'ai vu des démos de POC vraiment cool. Alors voilà, donc ça c'est feature, donc c'est accessible pour les développeurs. Je vous laisserai regarder plus en détail comment ça s'utilise. Maintenant il y a aussi quelques nouvelles API pour gérer tout ça. Je ne vais pas faire de la redite, là c'est vraiment les trucs qui ne se voient pas dans la partie feature mais qui sont quand même intéressants pour vous. Un truc qui est tout le temps problématique sur Android, c'est les permissions des apps. Maintenant, enfin, si votre application est Target 19 et que vous avez besoin de données en local, ne demandez plus la permission accès à la mémoire, qui est souvent en plus très mal vécu par les utilisateurs. Maintenant, vous avez un dossier réservé qui est accessible. Alors, et un ensemble de sous-dossiers, c'est accessible depuis context.getExternalFileDir. Ça, je l'ai mis dans l'application, ça se teste, c'est-à-dire que l'application n'a aucune permission, et pourtant, elle a un dossier alors, qui va être accessible par les applications qui auront la permission, et donc vous pourrez mettre des fichiers. Mais voilà, vous avez accès à un dossier, vous pouvez être des sous-dossiers, j'arrive à ta question Vincent. Et donc là, vous n'êtes pas sûr que les autres ne peuvent pas venir écrire dedans. Par contre, vous pouvez écrire et faire ce que vous voulez dans ce dossier. Donc c'est storage, dans mon cas, c'est storage emulated 0 Android data et le nom de package. Et là, vous pouvez y accéder sans demander la permission d'écriture, ce qui pour les utilisateurs qui sont toujours à se poser des questions sur les permissions permet de s'affranchir de ça. Vincent, tu avais une question? Et ouais, alors c'est un des gros, c'est pour ça que je le disais en introduction, si votre appli elle est 19. Parce que forcément, effectivement, je crois pas en plus que les permissions, je suis pas sûr qu'elles soient accessibles avec les booléens. Il y a quelques propriétés du manifeste qui sont accessibles en enable. Dans le meilleur des cas, tu dois pouvoir faire une version spécifique. Oui, du multi-APK quoi. Mais c'est chiant. C'est chiant. Bon. Mais ça a quand même un bon truc pour les... allez, d'ici 6 mois. Bon après vous avez tous les sous-dossiers traditionnels, musique, podcast, voilà, qui peuvent être structurés selon le truc officiel. Et donc le reste, vous pouvez toujours y accéder, il y a toujours la traditionnelle qui vous demandera, comme il faut, les droits nécessaires. Donc comme ça l'a fait remarquer, c'est réellement utile que pour un minimal SDK 19. Si vous êtes à la minimal SDK avant, vous allez avoir besoin de la permission, donc vous allez être obligé de la mettre. Et autant voilà, pour les activities, les widgets, les components de votre application, vous pouvez les activer ou pas en fonction des versions. Je ne suis pas sûr que les permissions, vous pouvez les déclarer qu'en fonction des... S'il y en a un qui a la solution sûre. Non, bon. Je ne suis pas sûr qu'on puisse. Pour les applis SMS, ça c'est vraiment important. Il y a tout un article sur le blog des Android développeurs sur la gestion des SMS. Maintenant, l'utilisateur peut définir une application par défaut qui va être la seule application capable de recevoir et d'écrire dans le content provider des SMS. Ce qui en termes de sécurité, par exemple, alors, écrire dans le content provider, pardon, c'est aussi vouloir dire pouvoir envoyer des messages. Ce qui veut dire que les applications qui envoyaient des messages à des 800 quelque chose surtaxés ne pourront plus le faire sans vous prévenir. Donc, vous pouvez continuer à lire dans le content provider. Donc ça, si votre application a besoin d'accéder au SMS, c'est toujours possible. Par contre, pour écrire et pour envoyer, si vous êtes l'appli principale, faites comme d'hab. Et si vous n'êtes pas l'appli principale, il y a juste un intent qui a envoyé à l'appli principale et qui va pouvoir le gérer pour vous. Donc ça ne vous empêche pas de pouvoir le faire. C'est juste qu'il y a une sécurité en plus. Hein? C'est fait pour Hangout. Ouais, c'est fait pour Hangout, c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Le conseil de Google, c'est si vous avez une appli qui est censée écrire dans l'API SMS et qui a des fonctionnalités d'écriture vraiment très spécifiques et que vous voyez que vous n'êtes pas l'appli par défaut, désactivez-les, elles ne servent plus à rien.
C'est sympa. Ouais, bah, c'est eux. Chromium, ça parle à tout le monde, c'est la partie 100% open source de Chrome. Ça y est, la WebView maintenant, si vous êtes target API 19, elle va tourner sur Chromium pour la WebView. Ça a des intérêts qui sont que ça avance plus vite que WebKit en termes de développement et de fonctionnalité. Il y a de nouvelles API, donc du coup HTML5, JavaScript, CSS3 et tout ce qui va avec. Donc ça c'est vraiment important si vous avez un composant HTML important. Et surtout il y a beaucoup d'optimisation sur la machine JavaScript, donc beaucoup plus de perf. Et pour ceux qui veulent débugger vos composants web dedans, ça supporte Chrome Web Tools, pour ceux qui aiment bien ça. Le gros défaut, c'est encore dépendant de la stratégie API web de Google. Comme Chromium, c'est stratégie 100% Google, ben, il y a des API qui sont poussées par Apple, par Microsoft, par Mozilla, et forcément, si Google n'est pas partisan, dans un premier temps, ils ne les mettront pas. Amélioration de RenderScript. Donc RenderScript c'est le pendant d'OpenGL, donc pour faire mes propres Android, je crois bien. C'est pour faire du graphisme 2D, 3D. Il n'y a pas vraiment, en fait. Pardon ? Il n'y a aucun rendering en fait dans RenderScript. Ah. C'est un nom piège. Ah ouais. En fait, c'est pour de la programmation parallèle et c'est globalement utile surtout pour du traitement d'image. Mais aucun affichage, que du calcul. Ah, c'est intéressant ça, d'accord, j'avais pas compris comment il fallait. Bon, moi j'ai jamais Ah ouais, utilisé. en même temps, ils ont mis un nom qui n'a aucun rapport Ouais. avec les trucs. Et puis Ça faisait du rendering dans les premières versions et Ouais. ils l'ont viré. et j'ai vu que des explications de Romain Guy qui sont à un niveau où j'ai rien pigé. Donc il y en a qui ont déjà fait jouer avec RenderScript ici. Bon, donc je vais aller vite. Beaucoup d'améliorations, donc entre autres sur l'accélération GPU. Et c'est enfin accessible par le MDK. Donc avant c'était accessible que couche Java, donc ça va permettre pour ceux qui l'utilisent, donc pour la vidéo après, de s'en servir à très bas niveau. Pour les jeux, je pense que ça va être utile. Attention, il y a des changements sur l'Alarm Manager. On a une appli de widget, on est les premières cibles de ça, une appli d'horloge surtout. Maintenant, il gère l'Alarm Manager par lot. C'est-à-dire que si vous ne dites pas que votre réveil d'alarme est précis et a besoin d'être vraiment à un moment donné, il gère par plage, de sorte à ce qu'il sait qu'il a 30 applis qui vont demander l'Alarm Manager, et il va faire en sorte de les packager tous au même moment, quitte à les retarder de 10-20 minutes, pour ne réveiller le téléphone que si c'est nécessaire. Donc c'est des améliorations d'autonomie. Pardon ? Donc si vous utilisez le set repeating, c'est ça. Vous n'êtes plus assuré que le set repeating il sera au moment où vous l'avez demandé. Donc nous on a une application de widget. Si vous allez voir les coms de Beautiful Widget, les gens ne comprennent pas que les Nexus 5 sont pas à l'heure. Il y a un décalage, on a noté un décalage de 20 secondes. Ah, secondes. Ouais, pas de... Dans la doc ils te disent minutes. Sous-entendu pendant la nuit, il peut décider, il se rend compte que c'est la nuit, il peut décider de toutes celles de la même heure. Ils sont pas plus précis que ça. Ouais. Ah ouais, vraiment, ils sont pas plus précis, donc faut faire gaffe. Si tu as deux applis d'alarme, une qui va sonner dans 5 minutes et l'autre dans 10 minutes, il fait qu'en gros une moyenne entre les deux, il prend celle qui est la plus proche. Alors, ils n'ont pas expliqué l'algo, je ne suis pas allé les voir, mais l'idée c'est que tu es assuré. Alors, je vais expliquer, je sais plus comment il explique, c'est un peu le bordel. Il y a un gars en Mais du coup, qui tire les dés, tu sais. alors, du coup, ils ont mis des API pour gérer ça. Alors, maintenant, on peut gérer pour les API 19. Alors, c'est chiant, c'est vraiment le truc où il va falloir avoir un code avant et un code après 19. On peut déterminer une fenêtre de tir. C'est-à-dire que réveille-moi entre midi et midi 20. Et démerde-toi. Voilà. Donc là, il y a des algos derrière. Et par contre, si vous avez besoin de précision, vous dites par contre, je veux être exactement à ce moment-là. C'est un gros défaut par rapport. Nous, dans notre cas de Beautiful Widget, où on lance le repeating une fois et ça se démerde, c'est du one-shot. Donc à la fin de, par exemple, nous dans Beautiful Widget, ça prévient qu'il est pile poil la minute, donc il faut se mettre à jour. À la fin de la mise à jour du widget, on réabonne pour la minute d'après. C'est un peu lourd, et c'est pour ça que nous, ça nous met un peu de temps pour le gérer. Ça pète tous nos algos. Et surtout que pour le coup là, il faut vraiment, comme je disais, si API 19, oui, sinon le truc habituel. Donc c'est plutôt chiant ça. Amélioration des remote controllers. Alors ça c'est un truc qui a été intégré en 4.0. Les remote controllers c'est pour l'API média.
c'est en gros maintenant toutes les applications de médias style vidéo et musique qui sont bien gérées peuvent être compatibles avec des contrôles distants. N'importe quelle application peut gérer Spotify par exemple. Alors il y a une nouvelle classe maintenant qui gère ça, c'est le Remote Controller. Moi j'ai pas encore fait joujou avec, donc je suis là encore un truc où j'ai lu la doc, j'ai pas tout pigé. Alors ce qui est intéressant maintenant, ce qu'ils ont rajouté, donc en plus du Remote Controller, c'est qu'avant ils avaient mis juste Play, Pause, Next and Previous. Là ils ont rajouté plein d'API pour noter. Ça correspond bien au délire de Google de noter tout ce qui est digital. Donc le Play Music, vous pouvez noter les musiques qui sont en cours, donc là il y a toute une API. Bon. Ça c'est intéressant, maintenant il y a les transitions. Qu'est-ce qu'il y a de plus casse-pied sur Android qu'une succession d'animations? Quand vous avez une vue qui va donner à un autre et qu'il faut lui faire d'abord un virage à droite, puis un looping, et puis que ça s'installe, il fallait faire je lance mon animation, à la fin je lance la suivante. Et... Bon, maintenant c'est avec les transitions qui sont dans la librairie de support, je crois. Maintenant vous avez la scène et la transition. Comment ça se passe? En fait vous avez, alors je sais plus si c'est en scène ou transition, l'un lance l'autre en gros. Vous avez un état de départ, donc ça c'est ma vue. À l'origine, voilà, elle est à tel endroit, elle a tel layout, voilà comment ça se passe. Et je veux arriver à ça. Et au milieu, vous décrivez des enchaînements d'animation. Et vous le lancez. Et ça va gérer pour vous l'enchaînement de toutes les animations. À la fin du timer, ça va lancer la truc suivante. Donc normalement, c'est plus facile. Mes collègues seraient là, et c'est pas le cas ce soir, notre ancien stagiaire, mais c'est tout. Moi, j'aime pas les animations. Je trouve que c'est conceptuellement un peu chiant à gérer, mais clairement, parce qu'il y a des trucs comme ça, moi j'ai toujours galéré à enchaîner, donc je vais regarder, ça va peut-être je vais pouvoir m'améliorer. Alors tout ça, vous avez un transition manager qui ressemble un peu au fragment manager. Il y a des commits, il y a des trucs à lancer, donc voilà, c'est tout géré, et c'est rétro-compatible avec la librairie de support, je crois. Donc, c'est ce que j'allais dire. Donc, les nouveautés, alors, la gestion de la carte SD, ils l'ont mis dans la librairie de support pour avoir juste la même nomenclature, mais ils vous expliquent bien que c'est la même callback, mais que pour les vieilles versions, on va bien demander la permission si c'est nécessaire. Bon. Il y a quelques trucs pour... De toute façon, il faut mettre la permission manifeste. Ouais, de toute façon, mais bon, c'est dans la librairie de support, ça permet d'avoir qu'un bout de code pour l'ensemble. Parce que c'est pas exactement la même signature de méthode. Là, tu passes par une seule signature de méthode et ça fait le wrapping. Il y a des aides pour le print. En gros, je crois que ça enregistre en PDF, ça vous fait croire que ça vous simule dans les vieilles versions, ça vous simule un print. Bon, toujours pareil. Est-ce que j'ai mis... Ah, j'ai pas mis l'image. Ça vous rajoute le pop-up menu. Maintenant, vous savez, entre autres, dans Play Music, l'action bar peut être un peu n'importe où. Et ça fait apparaître, vous pouvez appuyer sur les 3 points de l'action bar, n'importe où, et ça vous fait apparaître un petit menu. C'est le pop-up menu. Et ça, pour que ça soit rétro-compatible, vous pouvez utiliser ça. Et donc, vous l'aurez partout. Ça va rendre service à pas mal de monde, parce que je sais qu'il fallait le gérer à la main jusque-là. Et après, quelques améliorations sur l'accessibilité, pardon. Les nouvelles API d'accessibilité sont accessibles via la librairie de support. Et des bugs fixes, évidemment. Alors, j'avais parlé au début, il me reste 6 minutes. Je devrais être dans les temps. Il y a pas mal de nouveautés dans les Play Services. Entre autres, si vous avez de la pub, Google maintenant conseille de passer par le Mobile Ads SDK à la place de AdMob. C'est la même techno. Mais le gros avantage, c'est que ça s'est pulsé depuis le Play Services. Et donc toutes les applis maintenant, vu qu'ils n'ont pas le... J'en ai discuté justement avec, la semaine dernière avec un Techos de chez Google. Ils ont un problème dans le mobile, c'est qu'ils ne peuvent pas targeter aussi bien la pub que sur le web parce qu'il n'y a pas les cookies. Donc ça permet de simuler les cookies. Comme toutes les applications vont demander aux mêmes endroits les pubs, ben les algos vont petit à petit apprendre quelle est la pub qui intéresse le plus l'utilisateur. Bon, ça va améliorer les performances de vos pubs normalement. Et ça utilise un Advertiser ID qui est accessible à peu près pour tout le monde. C'est pour pallier aux problématiques que le Unique User ID Android n'existe pas vraiment. Et surtout, pour ceux qui utilisent AdMob, c'est connu, il y a plein de bugs. L'avantage, c'est qu'au fur et à mesure que les Play Services s'auto-update, les bugs vont s'auto-fixer, on n'est pas obligé de faire une mise à jour de nos applis. C'est plutôt pratique. Il y a quelques améliorations sur API de Maps, entre autres des améliorations de performance. Il
C'était le mot d'ordre, KitKat, c'est les performances. Et des améliorations sur le geofencing. Pour ceux qui ne connaissent pas le geofencing, c'est prévenir, donc vous donner, par exemple, j'aurais pu faire une application là où quand vous arrivez ici, ça vous envoie un toast en disant ça y est, t'es bien arrivé, donc maintenant avec le geofencing, vous donnez une zone géographique et l'utilisateur, vous recevez un callback quand l'utilisateur passe dans cette zone. Ça permet de faire des trucs sympas, entre autres, le truc de base c'est lié au meet-up, enfin aux événements. Et il y a des améliorations sur les fuse de location. La fuse location, c'est le truc qu'il faut absolument utiliser quand vous avez besoin d'une information de géolocalisation ponctuelle. Parce que vous n'avez pas besoin de lancer de faire du suivi. Donc vous avez juste besoin de savoir, là, pour géotaguer une photo, là j'ai besoin de savoir où est l'utilisateur. Vous passez par ça. L'avantage, c'est que si une application a demandé dans un laps de temps, je ne sais plus lequel, la géolocalisation, il part dans l'idée que c'est assez précis, il n'y a pas besoin de redemander, donc il vous envoie directement l'info et ça ne relance pas le GPS. Donc pareil, c'est des optimisations de batterie. Nous on l'a mis dans Beautiful Widget et c'est pas mal. Il y a pas mal d'améliorations sur la personnalisation des maps, les overlays, des trucs comme ça, je vous laisse vous éclater. Pour ceux qui l'utilisent, il y a des améliorations sur une amélioration légère sur le Google Sign-In, c'est la boîte de dialogue qui a été un peu améliorée et qui est plus en accord avec le web. Et il y a surtout pas mal d'améliorations sur le Google Wallet. Donc la politique de Google, c'est en gros, si vous avez du contenu digital lié à votre appli à vendre en in-app, vous passez par le Play Store. Pour tout le reste, et essentiellement pour vendre du physique, il faut passer par le wallet. Actuellement, ce n'est pas accessible pour tout le monde. Et même le sandbox, donc vous ne pouvez même pas tester pour tout le monde. Maintenant, la partie sandbox est accessible pour tout le monde, donc vous pouvez commencer à tester les API si vous voulez vendre du physique. C'est ce que je disais. Mais il faut encore faire une demande pour avoir l'identifiant qui vous permet de release votre truc et de recevoir des paiements. Et ils ont rajouté des fonctionnalités de récompense et j'ai pas trop compris comment ça marchait, donc je vous laisserai regarder. 3 nouveautés design. Il me reste 3 minutes, je suis en speed, je pense que ça se voit. La barre de notification maintenant peut être transparente. C'est donc à la demande de l'application. Ce qui est intéressant, c'est que votre visuel d'application peut s'étendre jusqu'en haut. Donc c'est la zone, et la zone est accessible par votre application. Elle ne s'arrête pas à la barre de notif. Il y a un gros problème, et j'ai vu pas mal de discussions passer, entre autres par Jake Wharton, qui se plaignait que Google a donné aucune reco sur la taille de la barre de notif. Donc c'est à gérer j'ai pas suivi la discussion. Je crois que Jake Wharton s'est fait chier à trouver en fonction de tous les téléphones la taille de la barre de notif, parce qu'il y a une marge à appliquer pour quand même la rendre les petits pictos visibles. Et c'est un peu chiant, ils n'ont pas donné de doc. Bon, après je vous laisse faire vos applis super belles. Google conseille de personnaliser, de brander au maximum vos applications. Alors, la subtilité, c'est qu'il faut utiliser les codes communs Android, essentiellement les design patterns, mais vous démarquer. Donc là, ils disent, par exemple, le Play Music, c'est orange. Donc on a mis les boutons orange, on a mis le slider en orange. Voilà, ce genre de truc. Rendez votre application brandée, c'est important. Et si vous le faites, ne le faites pas à moitié. C'est-à-dire que commencez pas à brander des boutons et à avoir d'autres boutons qui ne sont pas brandés. Mais surtout, faites-le proprement. Voilà. Si vous voulez brander, par exemple, le bouton partage, vous voulez d'abord brander la couleur, très bien, mais ne brandez pas le signe, parce que le signe partage, c'est celui-là que les utilisateurs connaissent. Donc réutilisez-le. Par contre, améliorez-le si vous voulez le positionnement, un truc comme ça, mais il faut que ça ressemble au truc de base. C'est ce qu'ils conseillent. Des petites améliorations légères sur le touch. Maintenant, il est conseillé que le touch soit très léger. Avant, on avait un gros halo qui apparaissait. Maintenant, il conseille juste de griser plus fortement ou plus légèrement en fonction si vous êtes en thème light ou dark, pour que ça soit moins agressif. J'ai pas mis le reste, mais le focus, par exemple, quand vous avez le curseur qui est sur votre bouton, il est toujours flashy. Donc quelques nouveaux outils pour les développeurs, essentiellement sur Android Studio, mais ça c'est pour tous. Le screen recording, on peut enfin faire de la capture vidéo depuis le téléphone. Rien de plus simple. Vous lancez un shell, et donc ADB Shell Screen Record, donc accessible depuis les trois OS, et juste vous donner le fichier d'output de votre vidéo, et c'est tout.
À la fin, quand vous avez décidé, ça lance le recording, vous voyez rien sur votre téléphone. Par contre, quand vous voulez stopper, juste soit vous coupez le shell, soit vous faites un CTRLV, ça va stopper la vidéo. C'est CTRL-C? Ah, je me suis trompé. Donc c'est CTRL-C. Quelques options pour gérer la qualité, le framerate, des trucs comme ça. Donc je vous laisse regarder. Et par contre, alors ça c'est important pour tout ce qui a du contenu sécurisé type DRM. Vous pouvez sécuriser votre vue. Si vous mettez que votre surface view est set secure, elle n'apparaîtra pas dans le screen recording. Donc ça c'est important si vous voulez. Par exemple les lecteurs de vidéo, on ne pourra pas pomper de la vidéo avec ça illégalement. Un exemple vite fait. Hop. Ouais, bon. Alors un exemple vite fait, voilà, je l'ai fait avec mon téléphone. Voilà ce que ça donne au niveau, comme ça vous voyez un peu les perfs. Voilà, on est en 720p, c'est fait avec mon Nexus 5. Et en perf, c'est normal quoi, ça mérite pas. Nous, pour nos vidéos, on s'est fait chier avec de l'acquisition HDMI, du montage et tout comme ça. Là c'est fait, voilà, c'est direct. Voilà. J'ai fait la démo de l'appli. Voilà. Combien il me reste? Il me reste 3, c'est bon. Je n'aurais pas dépassé de beaucoup. Ouais, je sais. Voilà. Hop. Alors, ils ont amélioré l'outil de tracking des processus. Alors, l'ancien c'est MemTools. Il y a mon collègue Romain Mouton qui doit préparer une conf pour dans 2 mois sur les outils d'optimisation. Entre autres, il vous montrera comment bien utiliser Procstat pour être sûr que votre application ne fait pas n'importe quoi. Et dans le système, par contre, ça c'est intéressant, c'est dans le téléphone, vous avez 2 nouveaux écrans, enfin un écran amélioré et un nouvel écran, pour savoir qui a utilisé le plus votre processeur. Ça va vous permettre de savoir si votre appli utilise beaucoup plus le processeur que nécessaire. Et après, il y a de nouvelles infos sur la mémoire RAM, c'est plus précis qu'avant. Et enfin, quelques améliorations sur Android Studio, que j'aimerais bien voir arriver quand même sur le... Ah, c'est vraiment tout flou, on voit pas grand chose. En gros, c'est... Android Studio maintenant prévisualise les menus. Donc vous voyez, là vous pouvez voir en réel à quoi va ressembler votre menu. Et surtout, ce que je trouve vraiment très sympa, c'est que vous pouvez prévisualiser les drawables XML. Donc ça c'est vraiment faire des drawables à la main, c'est vraiment compliqué, tu es obligé de lancer ton application et de voir si le rendu est bon. Là parfait, vous allez pouvoir voir si le dégradé de couleur est comme vous voulez, ça fait des trucs sympas. Et surtout, vous pouvez lancer le screen recording depuis le Android Studio, chose qui n'est pas possible depuis Eclipse. Et maintenant, il n'y a plus qu'à passer sur la Target API 19, sur vos applis, vous gardez le minimum SDK mais vous passez en Target API 19. Et si vous voulez le résumé de tout ça, c'est un tout petit, mais vous tapez SDK Android 4.4 API level 19, vous tapez ça et vous mettez Frandroid et vous aurez mon article qui reprend tout ça. Vous dépassez de quoi, 2 minutes? 12. Voilà, des questions, peut-être. C'était dense. Je veux bien le croire. Ah. Ouais, j'ai testé un petit peu, justement, on parlait du transfert. Et bon, après, j'ai pas trop cherché, donc c'est pas content, mais j'ai l'impression que les thèmes, selon que j'ai trouvé, pour justement les barres translucides sur Status ou Nav, ouais. C'était que des thèmes avec no action bar devant. Ah. Je sais pas comment, j'ai vu des screenshots en fait passer dans l'Android 19 où il y avait notamment une vue Maps qui prenait tout l'écran. Ouais. Avec donc les translucides et une action bar. Et je me demande comment il doit y avoir moyen de le faire. Mais... Ouais, alors je te dis, j'ai vu passer 2. Putain, je sais jamais comment il s'appelle, l'allemand qui est super bon en design. Ouais. Gunther. Non, hein? Non, ça c'est un Googler. Bon, je vais essayer de retrouver le nom. Il y a lui qui avait posé la question, mais il y a surtout Jack Wharton. Je pense que dans... peut-être il doit y avoir, depuis sur le blog de Square, il doit peut-être avoir fait un commentaire là-dessus. Mais je sais que Jack Wharton se plaignait de ça. Donc si la solution n'est pas encore donnée, elle va arriver très vite.
Et j'espère qu'ils vont surtout le gérer dans la librairie de support. Il y a quelques thèmes dans la librairie de support pour gérer l'action bar et tout comme ça. Et là, ça serait bien par exemple qu'ils le gèrent dans la librairie de support. Quoi. Dans le support, oui, justement, il y a les translucentes, mais c'est toujours du no action ouais. Point translucent. Et c'est vrai qu'il peut y avoir des cas où en termes de design, ça peut être vraiment très. Ah ouais, complètement. Et ouais, ça fait partie des trucs, ça a l'air minime, mais ça peut avoir des impacts un peu chiants. Bon. D'autres questions? Il y a de 3 minutes, de temps que... Bon, de toute façon, t'es prêt? Ouais, en attendant, je sais que Ah Par rapport à ce qu'a fait Apple avec iBeacon, le Bluetooth basse consommation, qu'est-ce qu'on peut déclencher sur le téléphone? L'API, elle a été mise à jour, j'ai vu. Mais... ouais. Elle n'était pas là avant en fait, l'API. Ouais. Oui. C'est plus qu'une mise à jour là. On peut maintenant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut passer par une app comme avec Apple ou est-ce qu'on va pouvoir... Ah non. Non, tu as une API du coup, donc tu n'as pas besoin de passer par une app. Parce que sur les iPhones, je peux seulement passer par l'app. Ah. Pas forcément. Ah non, là tu le fais depuis le système. Hein. Et après, il faut voir si le Bluetooth de base est accessible pour le on-off par exemple depuis une appli. Donc je pense qu'il y a des trucs qui sont complètement accessibles directement de ton appli. Voilà. Bon. Bah,